Aujourd'hui, on reçoit celui sans qui on n'aurait pas les moyens de vous offrir du contenu gratis chaque semaine et j'ai nommé le président de BNCD, Claude-Frédéric Robert. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Comment c'est que tu as le temps de venir à notre petit podcast de Investi sur YouTube? Qu'est-ce que tu fais dans ton day-to-day pour être ici? C'est une excellente question. Moi, je me considère un peu comme un entrepreneur. Moi, ce que j'adore de mon day-to-day, c'est que je ne sais jamais vraiment qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, techniquement ou théoriquement, ma job, ça serait de dire, OK, on va être où dans 3 ans, 5 ans? Qu'est-ce qui se passe mondialement? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis avec la compétition? Comment est-ce qu'on peut se rendre là? Qu'est-ce qu'on peut faire de différemment? Mais comme vous le savez, c'est pas nécessairement comme ça que ça se passe, puis il y a toujours quelque chose de nouveau qui se passe. Donc, si on a un enjeu avec les opérations, je vais m'asseoir avec les opérations, puis je vais essayer de régler ça. S'il y a un client important qui se plaint à notre CEO, je vais prendre le téléphone puis je vais appeler le client. Fait qu'essentiellement, mon day-to-day, je n'ai pas nécessairement de day-to-day. OK. Puis, tu sais, tantôt, tu parles de tendance, des nouvelles, la vision. C'est quoi actuellement que tu regardes le plus? Puis est-ce que depuis l'arrivée de l'AI dans les dernières années, tu dirais que cette vision-là, la vitesse des changements, a accéléré plus rapidement ou non? 100%. Ce que je vous dirais, c'est que là, moi, ça va faire pratiquement 7-8 ans que je suis en rôle. Mais t'es jeune. Ça fait longtemps. Quand même, je vieillis. Là, mais... C'est une façon directe de te demander ton âge. Tu as commencé à 33 ans, fait que faites le calcul. 33 ans, tu es nommé PDG de BNCD. PDG, je suis président d'une division. OK. Mais oui, à 33 ans. Puis, honnêtement, c'est ça fait déjà 7-8 ans. Mais si je reviens à ta question tantôt, ça a accéléré de façon drastique dans les 2 dernières années. Puis surtout, les AI, c'est sûr qu'ils vont avoir une grande influence sur ces changements-là. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que tu as un nouveau joueur qui va sortir pratiquement toutes les semaines pour avoir une sorte d'intégration avec les AI dans le courtage. Moi, je pense que dans un avenir assez rapproché, ça va complètement transformer l'expérience. Je vais vous donner un exemple. On a des recherches disponibles sur notre site. Tu vas pouvoir demander à l'AI, OK, sors-moi, c'est quoi la recherche que tu as sur n'importe quel stock. On va dire, ça peut être le stock de la Banque nationale, ça peut être sur TELUS, ça peut être sur n'importe quel stock qu'on a. L'AI va pouvoir te sortir la recherche, te faire un sommaire de la recherche, te dire, c'est quoi selon la recherche, le consensus, etc. Puis, par la suite, c'est pas loin qu'on va pouvoir dire, OK, dans ce cas-là, achète-moi pour 200 $ de cette compagnie-là. Donc, ça peut drastiquement changer l'expérience. Ce qu'on voit aussi comme tendance, c'est que certains des outils pour des investisseurs plus aguerris, ça leur parle énormément. Puis, il y en a d'autres pour qui, tu vois un graphique, si tu es un débutant, ça ne veut pas dire que tu sais comment le lire. Ton level 2, là, je ne sais même pas c'est quoi level 1, pourquoi je prends Non, mais 100%. Mais là, ce que l'outil va venir faire, c'est que l'AI va t'expliquer ce que l'outil te dit. Par exemple, ce que tu vois sur le graphique, l'AI, comme si c'était un expert d'options qui est assis à côté de toi, puis qui te dit, là, ce que tu vois dans l'outil, c'est ça. Donc, on voit que ça s'en vient. Alors, est-ce que c'est demain la veille? Non, on ne lancera pas ça demain. Là. J'aimerais ça vous dire une bonne grosse primeur aujourd'hui. T'as-tu des scoops? C'est ça qu'on veut? Là, en ce moment, j'ai pas de scoop. Je pourrais faire de quoi avec vous autres, par exemple. Si j'ai un gros scoop, on pourrait revenir après ça pour vous donner la primeur là, sur un scoop. Mais pour l'instant, j'ai pas de gros scoop. Mais je vous dis, il y a beaucoup de choses là, qui vont changer dans l'expérience de courtage dans les prochaines années. J'ai une question là-dessus. Là. Est-ce que tu penses que ce switch-là va affecter les autres secteurs de la finance, comme tout ce qui est la gestion de patrimoine, puis tout ça, puis cette expérience-là de gérer, mettons, son capital, aller voir un conseiller, ou on est encore dans la même vision qu'on était dans les dernières années? Moi, je pense que ça va l'affecter, mais ça l'affecte déjà en partie, puis dans différents secteurs de différentes façons. Donc, certaines institutions vont prendre une approche un petit peu plus prudente que ça va donner de l'efficience. Donc, l'exemple que je viens de vous donner sur la recherche pourrait être aussi vrai sur des conseillers qui vont... Je ne vais pas parler pour eux autres, puis chaque conseiller décide un peu comment il fait son travail, mais tu vas pouvoir avoir le même genre d'outils, peut-être un petit peu plus poussé, un petit peu plus raffiné dans certains cas, mais ça va l'affecter aussi. Dans un autre côté, il y a aussi des choses que ça va juste les rendre plus efficients. Tu sais, je vous disais tantôt que tu vas pouvoir probablement... Efficient, souvent, ça veut dire moins de staff. C'est vrai, ça? Ou... soit ça, soit que tu le fais à la... Comment je peux dire? Que tu utilises ton temps à ce que tu penses qu'il y a une plus grande valeur ajoutée. Puis là, c'est là que je pense que l'humain va toujours avoir une place importante. Tu sais, tout l'aspect émotif, relationnel. Donc, je reprends l'exemple.
si tu mets des meilleurs outils plus efficients, tu as plus de temps pour aller chercher ce que tu penses à une valeur ajoutée. Donc, pour répondre à ta question, je pense que chaque secteur de la finance a déjà commencé à regarder, à voir comment est-ce que ça pourrait transformer. Je pense que ça va aider dans plusieurs sphères. Là. Ça ne sera pas juste le courtage direct. La seule raison pour laquelle je pense que le courtage direct va être un petit peu plus impacté, c'est une ligne d'affaires ou une industrie qui est digitale. C'est en ligne. Donc, c'est juste naturel que ce changement-là s'opère plus rapidement, à mon humble avis. Là. OK. Tu as noté humain et émotionnel. J'aimerais ça retourner à ton passé. Oui, vas-y. Tu étais un trader avant d'être président de BNCD? Bien, trader, j'aimais ça. Donc, oui, je prenais beaucoup de temps à gérer moi-même mes avoirs. Je travaillais dans une autre division de la banque. Je n'étais pas chez BNCD. T'étais-tu bon? J'étais-tu bon? Je pense comme plusieurs mondes, j'ai fait des bonnes trades comme je l'ai fait des vraiment moins bonnes. T'as pas ton rendement annualisé là, dans les 5 dernières années? C'est pour ça que je suis le pire cordonnier mal chaussé. J'en ai aucune idée. OK. Mais littéralement, je pense que la grosse différence, c'est que avant d'avoir ce job-là, j'avais un peu plus de temps pour 2 raisons. 1, j'avais pas ce job-là, puis 2, j'avais pas de jeunes enfants. Fait qu'à cette époque-là, ça fesse dans le rendement. C'est clairement. Quand tu dors pas la nuit, tu fais des moves impulsifs. Puis t'as pas nécessairement le goût de le suivre. Non. Tu fais pas nécessairement tes devoirs. Puis là, après ça, tu deviens un peu, comme je disais tantôt, dans la folie de tu veux changer des affaires. Il y a des gros projets qui roulent, t'as un feu qui brûle à quelque part. Puis là, finalement, le petit stock que t'as acheté est en train de tanker, mais tu t'avais pas mis d'ordre, tu l'as pas suivi. Puis là, tu te réveilles 3 jours après, puis tu fais comme... Ouais, finalement, la trade que j'avais faite, qui je pensais être à court terme, elle va peut-être devenir long terme ou je l'ai oublié. Donc, je te dirais que, est-ce que j'étais un expert? Pas du tout. J'aimais ça. Je m'instruisais, je faisais mes devoirs. Maintenant, j'aime toujours ça. J'ai beaucoup moins le temps de faire des devoirs. Donc, j'en fais un peu moins. Des fois, tu quittes-tu des meetings pour aller faire un petit trade aux toilettes? Non, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Par contre, tu sais, c'est pas rare que des fois, pendant les meetings, je vais checker des cotes ou je vais regarder les marchés. C'est un peu un petit beau spread. Ah, c'est vraiment intéressant, Sophie, ce que tu dis. Ouais, Berkshire. Ah, ouais, OK. Sophie, c'est pas ta collègue, là, je nommais un nom de même. C'est quoi la plus grosse erreur de trading que tu as faite dans ta vie? On veut rester là-dedans parce que ceux qui nous écoutent, je pense qu'ils vont aimer ces réponses-là. Je vais y aller plus général que sur un titre. Je pense que la plus grosse erreur, c'est d'y aller émotif. Puis de penser que tu sais tout si tu n'as pas fait tes devoirs. Donc, ça peut venir de plein de façons. Ça peut être un de tes chums ou un de tes collègues qui dit « Hey, tu devrais faire tel trade. » Puis, à un moment donné, des fois, quand les marchés vont bien puis que c'est à la hausse, moi, personnellement, je me suis peut-être senti un peu trop confiant. Puis tu fais la trade sans vraiment faire tes devoirs. Puis tu y vas un peu plus ton gut feeling. Puis là, c'est là que tu peux te planter. En tout cas, dans mon cas, à moi, c'est ce qui a été le cas. Donc, moi, je suis retourné un back to basics. Là. Je suis un comptable agréé de formation, mais maintenant qui est CPA. Là. Okay. Donc, je vais juste regarder mes ratios comme il faut, je vais regarder mes calculs, je vais regarder les recherches plutôt que de me fier sur un gut feeling. Là. Fait que pour moi, ça a été ça. Puis quand je dis, pour ça, je te donne pas de titre, parce que je l'ai peut-être fait plus qu'une fois l'erreur. Oui, c'est ça, genre, on avait compris ce bout-là. Pour ça, vous connectez bien ensemble. L'analyse des chiffres, le technique, tout ça. Juste pour revenir, avant, tu travaillais déjà à la Banque nationale avant ça, puis après, tu as offert l'opportunité. Oui, dans le fond, j'ai travaillé, là, ça fait, puis là, j'en perds mon latin, là, ça fait 15 ans. Oui, ça va faire 15 ans que j'étais à la banque. Fait que j'ai fait différents rôles, mais toujours en gestion de patrimoine. OK. Puis. ça aurait été fou l'histoire. J'ai commencé comme caissier, puis j'ai grandi. Je lavais la vaisselle. J'en ai connu des gens qui ont des super belles progressions, qui ont commencé justement caissier. C'est pas mon cas. Moi, j'ai commencé dans les firmes comptables. Okay. Je suis arrivé à la banque un peu par hasard. Là. C'était la femme à mon meilleur chum qui travaillait dans le recrutement des succursales. Puis, on m'a mis dans le système. J'ai eu une discussion avec un vice-président qui passait les entrevues. Puis, en toute transparence avec vous deux, messieurs, là, j'ai choisi la banque pour ces 2 messieurs-là que j'ai rencontrés dans les entrevues. Je sortais des entrevues puis j'étais comme « Wow! Les gars sont ultra sympathiques, ultra brillants. Je vais apprendre puis je vais avoir du fun. » C'est souvent ça qui fait la différence. Hein. Vraiment, j'en avais aucune idée de ce que je m'en allais faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas d'employés. On n'attire pas grand monde.
mais vraiment, j'avais aucune idée de ce que je m'en allais faire. Je m'en allais partenaire finance, mais je voulais dire quoi, ça, partenaire finance? Ouais. Puis c'est vraiment à cause que j'ai trippé sur la connexion, puis je me suis dit, hey, je vais apprendre, je vais avoir du fun. Puis regarde, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai faite. Quand on est allé dîner, parce que vous nous avez invités au 36e étage, Ouais. une belle journée de brouillard. C'est vrai qu'on n'avait pas la plus belle vue cette voyait journée-là. rien. Tu m'as mentionné qu'un de tes rêves que tu n'as jamais, je sais pas pour quelle raison, mais tu vas nous le dire, devenir entrepreneur. Tu as toujours voulu jumper, Ouais. puis tu l'as jamais fait. Pourquoi? Ben, je pense que ça revient un peu à... J'avais du fun, puis j'avais du succès. Fait que, à cause de ça, et j'ai pas eu jamais l'opportunité ou cherché l'opportunité. Okay. C'est probablement un mélange des deux. Si j'avais une opportunité sur un plateau d'or que j'aurais considéré, je l'aurais considéré. Mais tu sais, t'es un peu dans la folie, t'es jeune, t'as pas d'enfant, tu travailles, t'es curieux, tu dis toujours hey, de moi en plus, j'aime ça, j'en mange, puis t'as un nouveau défi, fait qu'à cause de ça, t'as des promotions, c'est cool. Tu vas pas dire hey, je vais arrêter ça, puis je vais partir de quoi, parce que t'es dans le feu de l'action, t'aimes ça, puis c'est cool. Ceci étant dit, plus je vieillis, plus ce petit rêve-là d'entrepreneur reste présent. Tu sais, ça, oui, c'est sûr. Je serais pourtant, pas surpris. T'as beaucoup à perdre présentement. Là, je veux dire, 100%. Le salaire doit être bon, les avantages, les enfants, les responsabilités. Je dois admettre que je suis très choyé, mais c'est un peu un rêve. Hein? Fait que ça pourrait rester un rêve toute ma vie, puis que finalement, je vais finir ma carrière à la banque, puis je vais être super heureux, comme ça pourrait se concrétiser. Moi, j'ai toujours été un peu comme ça. Si j'ai du plaisir, puis je vois du potentiel dans ce qu'on fait, puis que ça va bien, je vois pas pourquoi je changerais. Là. J'aimerais faire du pouce un peu là-dessus. Là. Peut-être que vas-y. les gens au-dessus de toi écoutent. Là. Je veux pas te mettre dans le trouble, là, mais qu'est-ce qui serait l'élément déclencheur de dire hey, je me lance? Ce serait quoi ce trigger-là? Qu'est-ce qui pourrait... une trade? Dans le sens qu'une trade, tu rencontres quelqu'un qui, lui, veut se départir, cherche un partner, puis que t'es pas à la recherche, mais tu vois l'opportunité, puis tu te dis, attends une minute, avec tout le bagage que j'ai pris, l'expérience que j'ai faite en faisant ce rôle-là, ça pourrait m'être utile là-dedans, puis je vois le potentiel. Ça pourrait être ça, l'élément déclencheur. Okay. Mais en même temps, si tu le cherches pas, ça veut pas dire que ça va arriver. Là. Oui, c'est ça. Fait que tu partirais pas de quelque chose de zéro. Tu achèterais plus une entreprise, c'est ça qu'on... à moins que j'aie une idée un jour, mais à date, j'ai pas été très créatif là-dessus. Fait que... moi, je pose des questions. J'ai peut-être de quoi proposer. Mais... T'as-tu une compétence que tu dirais que tu as développée le plus depuis que finalement t'es CEO moi, je me vois comme un expert généraliste. Puis c'est peut-être un peu mon background. J'ai fait de la comptabilité, puis après ça, j'étais allé en consultation. Et... on a des experts pour tout ce qui est compliqué puis poussé. Ouais. Moi, ma job, c'est plus d'essayer de comprendre, challenger puis créer la vision pour aligner les gens. Fait que c'est pour ça que je dis un expert généraliste, c'est j'ai appris à poser des bonnes questions en étant comme consultant. Fait que quand il y a quelque chose de vraiment complexe, si t'es bien entouré, à mon humble avis, ce que j'ai développé comme expérience, c'est de poser les bonnes questions pour comprendre, puis aider à la réflexion ou penser, excusez-moi l'anglicisme, think outside the box. Tu as un problème, puis des fois, on voit juste, on voit plus la forêt, on voit juste l'arbre là, parce qu'on est trop près. Je pense que c'est un peu ça que j'ai développé comme expertise parce que je peux pas dire que je suis un expert en gestion de portefeuille, un expert en système informatique, un expert en marketing. J'ai pas le choix d'avoir une bonne équipe avec qui on a la chance de travailler et d'avoir du plaisir. Et justement, d'avoir un peu une sauce à expertise généraliste. Tu sais, qu'il faut que tu sois capable de comprendre, de les challenger, de les aider à progresser sans nécessairement être un expert de chacun de ces... Comme d'après moi, la majorité... C'est pas mal le profil de l'entrepreneur, pas mal au final. Généraliste, jack of all trades, comme on dit en anglais. Oui, exactement. Hey, on retourne au stock, parce que moi, j'aime bien ça parler de stock. Vas-y. Checkes-tu tes stocks à tous les jours? Pas mal, oui. Ah ouais? Oui. Il y a deux choses que je fais pendant tous les jours. Puis là, c'est pas pour le plugger, là, mais je vais checker notre infolette parce que je vais checker qu'est-ce qui se passe sur les marchés. On va regarder un peu les futures, si c'est à la hausse, si c'est à la baisse. Fait que ça, c'est sûr que je vais regarder ça. Puis, même si je ne vais pas transiger, puis sincèrement, là, j'en fais pas beaucoup de trades. Je vais faire 5-10 trades par année. Là. Okay. Je suis pas très actif. Je vais quand même le regarder à tous les jours. OK. Ouais.
C'est juste Puis pas parlez-vous de ça à la job? Est-ce que ça... Ben là, hey, ça dépend. Là. Quand tu te promènes avec ma gang, t'en as de tout. Il y en a qui en mangent puis que tu peux arrêter au coin de son bureau puis en jaser pendant une demi-heure. Comme il y en a d'autres que ils n'ont pas d'intérêt. Là. Fait que vraiment, ça dépend t'es avec qui. Mais si t'aimes ça, tu vas trouver un bon public avec qui jaser. Là. Tu penses-tu que tu dis qu'il y en a qui n'ont pas d'intérêt puis il y en a qui en ont? Eux qui en ont plus, est-ce que tu trouves qu'ils sont plus créatifs et amènent des meilleures solutions ou c'est pas un must à avoir cet intérêt-là? Moi, je vais t'expliquer comment moi je vois ça. Moi, je vois ça comme une représentation de notre société. Fait que quand je regarde nos clients ou nos clients potentiels, c'est pas juste du monde qui adore ça, qui mange des marchés, puis qui suit, puis qui lit tout. T'en as qui veulent pas vraiment le savoir. Fait que moi, ce que j'aime, c'est d'avoir cet équilibre-là. Quand on prend une décision, moi, je veux que tout le monde donne son avis parce que ça représente nos clients. Et c'est comme ça, à mon humble avis, qu'on va améliorer la décision pour qu'elle soit... excusez-moi, je cherche le mot, le suitable, pour qu'elle soit bonne pour tous. Donc, c'est mon humble opinion là-dessus. Ben, c'est une bonne opinion. Puis, hey, ça tombe bien, on t'a invité pour avoir tes opinions. Ben, ça a l'air que j'étais à la bonne place. OK, je retourne au stock. Vas-y. Après combien de temps, quand tu te lèves, que tu checkes tes stocks? C'était ma sous-question. C'est bien rare que ça vienne être au bureau, là. OK. Ouais. Ah, c'est bon, je voulais voir le niveau d'addiction. Passion / c'est une drogue de checker ça. C'est bien rare. Parce que ça fait perdre du temps pareil. Là. Des fois, je reste collé dans mon char 5 minutes à checker le Yahoo Finance, là, puis je me dis, hey, que je perds du temps. T'es pas le seul. As-tu déjà surtradé justement dans un marché haussier, là, ça fait 4 ans que ça monte, puis que tu penses que tu es invincible? As-tu déjà surtradé? Puis si oui, est-ce que tu referais quelque chose de même? Probablement. Mais comme je vous dis, récemment, dans les 7-8 dernières années, avec les jeunes enfants, avec la job, c'est plutôt l'inverse. Je vais sous-trader. Puis je pense que c'est juste je suis dans ce moment-là dans ma vie. Donc, j'étais plus jeune, j'avais pas d'enfants, j'étais un peu moins occupé, j'adorais ça, j'en faisais. Puis je suis convaincu que peut-être quand les enfants vont être rendus un peu plus autonomes, ou là, je pense plus loin, ben, peut-être un peu à retraite, que je vais en manger encore plus, je vais en faire encore plus. Là, j'essaie de trouver l'équilibre de oui, j'en fais, mais j'en délègue en toute transparence avec vous, j'en délègue aussi avec un conseiller, simplement parce que j'ai plus le temps, tant qu'à moi, de le faire correctement. Fait que là, c'est plutôt l'inverse. Je vais sous-trader au lieu de sur-trader. C'est quoi le pire conseil de bourse que tu as eu, que tu as reçu? Le pire conseil. Ou un des pires, ou plusieurs pires. Ouais. Ben, je pense que je vais être plate, je vais dire la même réponse que tantôt. C'est plus si tu te fais avoir sur les motifs. Puis que, parce que n'importe qui peut te donner un conseil. Ça peut être quand tu entends une conversation, ça peut être hey, moi j'ai acheté tel stock ou hey, mon beau-frère a acheté tel stock. Hey, tu vois-tu, il y a telle affaire qui se passe. Hey, je pense que tous ces conseils-là pourraient être excellents, comme tous ces conseils-là pourraient être mauvais. C'est plus fais-toi d'avoir. Puis après ça, fais-toi ta propre opinion plutôt que, à mon humble avis, y aller avec une recommandation à l'aveugle, si on veut. Moi, j'ai appris à... Tu reçois un conseil du beau-frère ou de l'oncle ou du beau-père, tu short. C'est le meilleur conseil. Insider trading. Ouais, c'est vrai que quand t'entends le gars, l'oncle qui dit c'est le temps d'acheter de l'or, là, tu fais ouh, il est suracheté. Devenir PDG à 33 ans. OK, on va être honnête, c'est pas normal. Qu'est-ce que t'as fait ou t'as payé qui? J'ai pas payé personne. C'est bon. Je Qu'est-ce pense que ça fait de différent, tu sais, ou je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de chance aussi là-dedans. Tu sais, dans le sens que bon profil au bon moment. Je pense aussi que je vous l'ai dit tantôt un peu, mais j'étais curieux. J'étais jeune, j'en mangeais, j'avais pas peur de travailler, j'avais pas d'enfants. Fait que moi, je disais tout le temps, hey, donne-moi n'importe quoi. Ma job, c'était supposé être finance. Ben, je faisais des mandats avec des consultants sur LinkedIn. On regardait différentes lignes d'affaires, différents produits que normalement n'auraient pas été dans le cadre de mon travail. Mais j'étais jeune, j'étais ambitieux. Fait que je disais toujours, hey, donnez-moi n'importe quoi, ça va m'intéresser. Puis, ben, à cause de ça, j'ai aussi suivi, puis là, c'est là un peu que la chance embarque, c'est
j'ai beaucoup choisi mes emplois avec les gestionnaires que je choisissais. Fait que j'ai rencontré un nouveau ou une nouvelle gestionnaire, puis là, je disais, wow, ça, c'est un style de gestion complètement différent, une expérience différente, et je vais apprendre de quoi de nouveau. Puis, dans un cadre nouveau, donc soit une nouvelle réglementation, une nouvelle ligne d'affaires, un nouvel processus, que sans le savoir, tu te fais une fondation qui fait que tu deviens un candidat potentiel pour le rôle que j'ai. Puis là, ben, après ça, quand je dis la chance, je pense que si j'avais eu une job 6 mois avant que celle-là soit disponible, ça aurait peut-être été plus difficile de dire « Hey, moi, je lève la main » parce que je me serais peut-être fait dire « Hey, le jeune, tu viens d'avoir... » Je paraphrase, c'est peut-être pas de même, je me serais fait dire, mais tu sais, hey, tu viens d'avoir une promotion, là, prends ton gaz égal, puis on verra. Fait que c'est pour ça aussi qu'il y a un élément de chance là-dedans. Fait que je pense que j'ai travaillé fort, j'ai été curieux, mais j'ai été aussi à la bonne place au bon moment. Là. Y a-tu un moment où tu t'es toi-même dit « Hey, je suis trop jeune pour ça? » Genre, sentiment d'imposteur? 100%. Tu sais, je disais tantôt... Tu te le dis-tu encore aujourd'hui? Et ce qui m'a aidé à plus vraiment me le dire, puis là, je vais rentrer plus dans le détail. Tu sais, moi, je disais tantôt, j'étais un jeune ambitieux. Fait que moi, ça faisait des années, je disais, je suis prêt pour une grosse job, je suis prêt pour la grosse job, tu sais. Puis, première journée que j'ai eu la job, le réflexe a été « Oh, finalement, je suis pas si prêt que ça. » ça a été naturel, ça a été la première affaire. Fait que le sentiment d'imposteur, c'est que là, tu passes de... Tu sais, t'es un employé à... là, t'es à la table avec les exécutifs que ça fait des années qu'ils sont là, qui sont dans l'industrie, qui en connaissent bien plus que toi. Puis là, ça devient tes collègues. Fait que la dynamique, je veux pas dire que la dynamique change, mais c'est juste ton impression va faire que... Attends, là, moi, je suis l'imposteur. Là, eux autres, ça fait 20 ans qu'ils sont dans l'industrie, chacun. Moi, ça fait 5, 7 ans, 10 ans que je suis là. Fait que oui, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Je pense que ce qui a fait que... À un moment donné, j'ai arrêté de l'avoir, c'est quand le métier rentre. C'est quand, par exemple, quand le COVID a frappé, ça faisait 2 ans à peu près, un petit peu plus que j'étais en poste. Et là, tu as les marchés qui t'inquiètent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais en mars 2020, les marchés ont tinqué. Ouais. Là, après ça, nos employés étaient on-site. Il fallait les envoyer à la maison avec des laptops. Les lignes de Bell, c'était-tu Bell, c'était-tu Télé, je ne me rappelle plus, mais les lignes de téléphone étaient débordées. Fait que des fois, nos clients ils attendaient 2 heures puis ils se faisaient flusher parce que là, on avait besoin des lignes pour Santé Canada ou pour les ambulances. Fait que tu sais, là, quand tu dis une tempête parfaite, puis je pense que toutes les compagnies ou tous les entrepreneurs ont passé à travers cette tempête-là, quand ça faisait 6 mois, 1 an qu'on était dans la tempête, là, tu te vires d'abord puis tu fais « Hey, attends une minute, il n'y a rien qui est tombé, il n'y a personne qui est mort. On a bien fait ça. » Puis en plus, cette année-là, ça a donné qu'on a gagné le sondage J.D. Power sur le meilleur courtier en ligne, sur la satisfaction des clients. Fait qu'à un moment donné, c'est là que tu te dis « Hey, finalement, je suis peut-être pas si un imposteur que ça. » Puis là, après ça, je pense que le métier rentre. Puis comme tout le monde, tu fais des erreurs des fois. Fait que l'important, c'est juste d'apprendre et d'essayer de ne pas les refaire. Une belle réponse. Puis en plus, tu as plugué votre prix que vous avez gagné. Ouais, c'est juste... T'es rendu fort. C'est le métier qui rentre smooth, pareil. On l'a même pas vu passer. Ouais. On va t'en passer une coupe de plug, là. J'ai amené des petits papiers, là. C'est un peu différent comme qu'est-ce qu'on parle là, mais quand tu regardes les États-Unis, on dit souvent les États-Unis, tantôt tu disais ça va plus vite qu'ici. Est-ce qu'il y a des tendances que tu vois là-bas que tu penses qu'ils vont être intégrées, qu'ils n'auront pas le choix d'être intégrés au Canada dans la prochaine année, ou à l'inverse, tu penses qu'il y a certaines choses là-bas qui font qu'on ne devrait pas faire ici? Là, il y a plusieurs aspects. Tu sais, je pense que, vous le savez, là, c'est un très gros marché, donc c'est très compétitif. Fait que c'est sûr qu'à cause de ça, c'est pour ça je pense qu'ils sont un peu en avance sur nous. Tu sais, c'est un peu the name of the game. Est-ce qu'il y a des choses qui vont s'en venir? Oui. Tu sais, quand je dis qu'il y a des nouveaux outils qui sortent à toutes les... Là, je ne m'en rappelle plus, j'ai dit aux semaines ou aux mois, là, mais il y en a vraiment beaucoup qui sortent. Il y en a beaucoup qui proviennent des États-Unis aussi. Donc, par exemple, l'intelligence artificielle, je pense, sont en avance sur nous, sur les services qu'ils offrent, d'un point de vue de courtier direct. Et ça, c'est sûr que ça va s'en venir. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Il va y avoir différents outils qui vont être disponibles, qui va être un autre exemple. Il y a aussi une réglementation différente. Donc, aux États-Unis, on peut, comment je peux dire ça, guider peut-être un petit peu plus le client.
En ce moment, on travaille, nous autres, avec les régulateurs pour voir est-ce que, justement, il y a un petit peu plus qu'on peut faire pour les clients, sans donner de conseils, mais juste accompagner les clients. Tu sais, je vois ça un peu comme, quand tu apprends à faire du vélo à tes enfants, ben, tu leur mets des petites roues, tu les tiens en arrière. Bien, est-ce qu'on peut avoir des outils comme ça, donc sans donner de conseils, mais qui accompagnent? Ça, je pense qu'aux États-Unis, sont beaucoup plus en avance que nous pour ça. Puis, ben, on travaille actuellement avec les régulateurs pour voir si on peut pas en faire plus, là. Ça, c'est avec l'AMF? C'est qui les régulateurs qui vous mettent qui vous enlèvent vos petits trous? On va rester là-dedans. Puis mon autre question, combien de temps tu as eu tes petits trous? Mais non, ça n'a pas rapport. Non, mais notre régulateur au Canada, nous autres, c'est l'OCRI. Par contre, là, on travaille avec eux actuellement pour pouvoir... parce que c'est juste que c'est un marché qui est dynamique, ça change beaucoup, ça change rapidement. Fait qu'on travaille avec eux pour voir quel genre d'outils de plus qu'on pourrait donner là, pour aider. Puis il y a différents outils qui existent. Là. On en a un sur notre site, ça s'appelle l'Options Play. Puis c'est un peu ça. C'est pour un client qui veut faire une trade d'options. Il pense qu'il sait ce qu'il fait, mais il n'est pas sûr. Bien, l'outil est là, pas pour te dire quoi faire. L'outil est là pour que tu puisses dire ah, OK, c'est ça qui pourrait se passer si le prix de mon stock monte ou si le prix de mon stock baisse. Fait que c'est un bon exemple quand je parle de petits trous, que pour moi, ça, c'est un exemple d'outil qui est comme des petits trous. On va reparler du produit un peu plus tard. Moi, je voulais parler d'argent, de statut social puis de pression reliée à ça. Est-ce que ton rapport à l'argent a changé depuis que tu es PDG? Non, je pense pas. Okay. Non. Mais je suis pas quelqu'un de stressé à base avec l'argent. Je pense pas que ça a changé. J'ai aussi des jeunes enfants, fait qu'on dirait que tu veux garder les mêmes valeurs que toi tu as appris, là. Peu importe le montant d'argent que tu as dans le compte de banque. Là. Je pense que pour moi, c'est super important que mes enfants comprennent la valeur de l'argent. Là. Parlant de ça, quand tu as touché ton premier bonus, c'est quoi la dépense la plus stupide que tu as faite? Je viens d'avoir fait une coupe. Mais en général, j'ai quand même été un bon élève. Puis souvent, quand j'ai acheté ma première maison, je me suis stretché. Fait que souvent, le bonus au complet, il allait sur l'hypothèque là, pour essayer de réduire le burden financier. Sinon, j'étais un gars d'auto, puis je m'en allais acheter une auto usagée dans un concessionnaire, puis je sortais avec un char neuf. Là, fait que, dans l'autre concessionnaire. C'est peut-être ça qui est probablement la paix que j'ai faite. Là. Je n'ai peut-être fait d'autres. Là. Penses-tu que l'argent rend réellement plus libre ou juste différemment stressé? C'est de la philosophie ici. Là. Ça, c'est vraiment de la philosophie. Je vais dire différemment stressé ou quoi? Non, je pense que c'est propre à chaque personne. OK. C'est... Fait que je pense que t'as de tous les scénarios. Moi, personnellement, ça va être un différemment stressé, mais je pense que chaque personne va avoir sa vision différente par rapport à ça. On parle du produit, vas-y Marc. Mais je sais pas encore si tu peux vraiment parler de tout ça, mais y a-t-il souvent des erreurs que vous voyez que les clients ou dans l'industrie que le monde font sur les plateformes, vous êtes comme si mettons, le monde faisait moins ça, ça leur sauverait pas mal là, sur le long terme? C'est une question que j'entends souvent, honnêtement. Là, nous autres, moi je vois notre devoir, c'est d'avoir les meilleurs outils, la meilleure plateforme, les meilleures recherches pour que nos clients puissent avoir du succès pour réussir. C'est simple, plus nos clients ont du succès, plus ils vont rester, plus ils vont être heureux. Donc, moi, c'est un peu pour moi, c'est notre devoir. Ceci étant dit, je reçois souvent cette question-là. On regarde pas vraiment ça. Je peux te dire qu'on a de tous les scénarios. Là. On a qui ont énormément de succès, puis on a d'autres qui ont eu des bonnes pertes. Mais tu sais, c'est pas quelque chose qu'on regarde. Là. Je ne vais pas regarder, tous nos clients ont fait un rendement de X ou de Y. Mais est-ce que des fois vous vous basez là-dessus? Vous êtes comme, bon, on regarde par classe de produits qu'on offre sur la plateforme. Là, comme, on voit qu'en général, ce style de client-là gagne plus, tout ça, puis ça vous aide à prendre des meilleures décisions, ou c'est pas nécessairement quelque chose qui va peser dans la prise de décision? Non, c'est pas nécessairement quelque chose qui va peser dans la prise de décision. Puis, tu sais, je vais reprendre avec mon exemple à moi tantôt. Tu sais, on serait qui, nous, comme firme, pour dire Fred, lui, il vient de se planter, il vient de faire 2 mauvaises trades, t'es pas bon, tu devrais t'en aller ailleurs. Tout le monde rit. Tout le monde est au bureau, il y a un dashboard. Check Fred, il est mauvais.
Fait que, tu sais, on est. Ça ferait du bon contenu, par exemple, ces réseaux. Mais ouais, c'est ça. mais on n'ira pas là. Mais, tu sais, c'est pour ça, tu sais, on serait qui comme firme, nous autres, de dire ah, Fred, il n'y a pas eu un bon rendement. Ben là, à ce moment-là, oui, j'ai mal fait mes devoirs, j'ai mal suivi mes comptes, j'ai fait des mauvaises trades, mais tu l'avais regardé un an avant, mon compte, tu aurais peut-être fait hey, finalement, il n'est pas si mauvais que ça, ou l'année d'après aussi. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je reviens, nous autres, ce qu'on veut faire à la place, c'est avoir l'offre de ce que les clients recherchent. Donc, tu as besoin d'aide, ben, on va essayer de t'accompagner vers de l'aide. Tu as des outils, tu as besoin d'outils, on va t'offrir les outils. Tu as besoin de recherche, on va t'offrir la recherche, plutôt que de dire, hey, tu devrais peut-être aller ailleurs. Là. Mais tu sais, des fois, comme exemple, vous avez introduit en 2021, d'ailleurs, j'ai vu une vidéo de toi qui sonnait à la cloche, le 0 $ de commission. Ouais. Je pense que c'était une des premières banques. On était la première banque à aller à 0 $ de commission. Fait que là, tu fais ça pour le client, donc moins de frais. Donc, si tu as 1000 $ à trader ou 100 $ à trader, tu ne payes pas 10 % pour acheter puis 10 % pour vendre avec 9,99 de frais. Mais des fois, d'introduire des trucs de même, penses-tu que ça peut nuire à l'investisseur? Tu sais, dans le sens que, hey, c'est gratuit, trader, j'ai pas de frais. Là, tu commences à trader plus puis tu fais plus d'erreurs. Ou, Robinhood, ils font de la gamification. C'est quasiment un casino quand tu es sur l'app. On va ajouter des petits confettis puis quand tu achètes, puis tu sais. Est-ce que ça, vous considérez ça dans... Ça, on n'a jamais considéré ça, puis on n'ira pas. Dans la gamification, dans la gamification, puis vraiment, on s'est tenu très loin de ça. Nous autres, on voyait ça plus comme on démocratise un accès vers le courtage. C'est pas notre but d'inciter les gens à transiger. Je vais te donner un exemple bien simple. Avant, quand tu achetais une action à... Puis là, je ne sais pas, il est à combien en ce moment, mais n'importe quelle action à 20$. Mais si tu fais une action à 20$ puis ton ticket de transaction est à 10$, on s'entend que ta trade t'a coûté 30$ pour ton action de 20$. Oui, tu es 50% down en partant. Fait que nous autres, on voyait ça plus dans cette optique-là. On s'est dit, on va juste démocratiser un peu plus l'accès pour que tout le monde puisse faire une transaction. Fait que je reviens sur cet exemple-là. Ben, par le passé, peut-être que mon ou mes clients attendaient d'avoir 200, 300, 400$ pour acheter leur stock à 20$. Pour pas que ça ait un trop gros impact. Maintenant, s'ils ne sont pas sûrs ou qu'ils en ont moins à investir, ben, tu peux faire une trade à 9h32 à 20$, puis en faire un autre à midi, parce que finalement, j'aurais peut-être mis 40$, puis tu n'as pas de pénalité. C'était plus ça notre vision. Si vous ne chargez pas de frais de commission sur les transactions, comment vous faites votre argent? Bien, essentiellement, nous autres, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait 5 sources de revenus. Je pourrais revenir par la suite, là, mais on avait 5 sources de revenus. Le play, c'était très simple. C'est un peu ce que tu apprends à l'école, le first mover advantage. Nous autres, on se disait, l'industrie, c'est là que ça en va. Je revenais tantôt, je disais que les États-Unis sont souvent 3-5 ans en avant. On avait déjà vu ce move-là arriver aux États-Unis. Alors, nous, on s'est dit, on va faire le first mover advantage. Donc, on s'est dit, on va amputer grandement une de nos sources de revenus. On va faire moins d'argent par client, mais on va aller chercher plus de clients. Donc, dans l'ensemble, on va mieux. C'est-tu votre plus grosse source de revenus? Puis, est-ce que tu peux élaborer sur les 4 autres? Je serais curieux de savoir. Si c'était notre plus grosse, à ce moment-là, je pense pas que c'était dans une des bonnes, mais là, c'était quoi le pourcentage? C'était sur la plus grosse? C'est une bonne question. Les sources de revenus, on en a 5, comme je disais. Donc, ça va être l'encaisse des clients. Donc, essentiellement, nous, on va l'investir en trésorerie. Après ça, l'emprunt, parce qu'il y a des clients qui empruntent sur leur position. On va avoir du taux de change. Donc, si tu veux changer du Canadien à du US ou vice-versa, on va avoir des frais de compte. Donc, tout ce qui est frais administratifs ou des frais de compte. Parce que des fois, ou par exemple... là, je n'ai même pas d'exemple qui m'est en tête. Là, mais anyways. Et le 5e, c'était les commissions. Puis, on a des commissions au téléphone qui sont toujours là. Le 0 $ de commission, c'est en ligne. Donc, c'est celle-là qu'on a grandement amputée. Fait que c'était aussi mais c'est quand même admirable. Je trouve que tu as une business puis tu dis une de mes bonnes sources de revenus, je mets la hache dedans, ça doit être plus tough à passer. Là. C'est de la politique, là, vous autres. Il y a plusieurs niveaux d'approbation. Là. C'est pas comme si moi, je me lève à demain puis je décide de faire une chanson sur un papier. Là. Bien, honnêtement, ça a été le fun, tu sais. Puis c'était des belles discussions à l'interne de, tu sais, stratégiquement, c'est-tu un bon move? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Donc, moi, ça a été une des parties, je pense, que j'ai trouvé le plus le fun, là, de faire toutes ces analyses-là, de dire, OK, mais stratégiquement, qu'est-ce qu'on veut faire parce que c'est une bonne décision.
C'était-tu toi qui étais au bat? Mettons que ça virait mal, là, c'était toi qui... Probablement. Tu sais, dans le sens que je pense que j'ai eu la chance, j'avais un excellent boss, puis on a fait ces analyses-là puis ces discussions-là ensemble, mais réalistiquement, c'était mon idée, puis c'était moi qui proposais de faire cette stratégie-là. Donc, si ça avait été un fail légendaire, peut-être que je serais pas assis ici avec vous autres. BNCD investit beaucoup en éducation financière, BNC aussi, entre autres dans notre podcast. Et où la ligne entre aider, éduquer, puis trop en dire? C'est là que je reviens tantôt quand on travaille avec les régulateurs. Essentiellement, il faut trouver cette ligne-là, puis je vais dire la bouger ensemble avec l'industrie parce que les choses évoluent. Tu sais, recule, là, 10-15 ans, le terme finfluencer, je ne suis pas sûr que ça existait, là. Donc, toutes les choses évoluent. Tu as les médias sociaux qui évoluent. Donc, la réglementation, est-ce qu'elle était pensée pour ça? Pas nécessairement. Fait que c'est de trouver cette ligne-là ensemble avec les régulateurs, puis dire qu'est-ce qu'on peut faire le plus possible pour accompagner le client sans lui donner de conseils. Tu sais, un exemple super simple, un client qui appelle puis qui dit j'hésite entre acheter... je sais pas moi, du Tesla ou du... Build-A-Bear. Bon, OK. On plug nos stocks. Donc, j'hésite entre ces deux-là. Jamais mon équipe va pouvoir te dire « tu devrais prendre celui-là ». C'est pas ça qu'on fait. C'est le client qui doit être autonome, qui doit faire ses recherches. Ce que mon équipe va pouvoir faire, c'est si t'es pas sûr, regarde, on a telle et telle recherche de disponible. Tu as tels outils. Voici, on a une chaîne YouTube si tu veux apprendre comment les utiliser pour t'aider à faire ta propre décision. Fait que la ligne, elle est plus là. C'est qu'on n'a pas le droit de donner de conseils, mais nous, de plus en plus, on veut juste être capable d'accompagner le client à faire lui-même ses propres décisions. S'il y avait une chose qu'un investisseur autonome devrait savoir avant d'ouvrir un compte en courtage direct, ça serait quoi? Je la pose des bonnes. Hein? Bien, avant, c'est parce que techniquement, tu peux l'ouvrir et pas rien faire si tu n'es pas sûr. C'est vrai. Puis ce qu'on essaie de faire, comme tu disais tantôt, on essaie d'instruire nos clients. Fait il y a plein de choses que tu peux faire avant. Tu peux faire tes recherches avant. Tu peux t'informer sur l'industrie. On fait, comme je disais tantôt, on a une chaîne YouTube qui explique un peu les bases de l'investissement autonome. Mais en même temps, il n'y a rien qui t'empêche de dire je vais ouvrir mon compte, je vais regarder c'est quoi la recherche, je vais écouter des webinaires qu'on a qui expliquent comment les outils fonctionnent. Je pense que le point le plus important, c'est avant de faire ta première transaction, renseigne-toi, fais tes devoirs. Je pense que c'est pour moi le point le plus important, là. C'est qui tes clients, vos clients? C'est-tu des débutants ou c'est des experts? C'est un mix des deux? C'est un mix des deux. Je vous dirais que tu as vraiment de tout. Puis là, expert puis débutant, c'est difficile à faire cette distinction-là. Ce que je suis capable de dire, c'est très peu de clients vont transiger vraiment beaucoup, mais la majorité ne vont pas transiger tant que ça. Non, je pose surtout cette question-là. Moi, je développais des applications avant sur Shopify, puis pour savoir c'est quoi la prochaine fonctionnalité, on regardait un peu c'était qui nos clients. Ouais. Si c'est des avancés, ça va peut-être être une fonctionnalité vraiment poussée. Si c'est plus débutant, ça va peut-être être un AI qui prend la main de... Tout à fait. Nous autres, honnêtement, j'aime dire que c'est plus pour les débutants. Tu sais, la masse... Puis les débutants, c'est pas le bon terme, c'est plus... Ça n'est pas pour les ultra sophistiqués. OK. Donc, les ultra sophistiqués vont être une niche dans le marché qui demande aussi des fonctionnalités très nichées. Donc, notre plateforme, ce qu'on vise, c'est qu'elle réponde aux besoins de 80-90% des investisseurs. De là à dire que c'est des débutants, je ne veux pas utiliser ce terme-là pour pas réduire. Passif, peut-être, dans le sens que... Soit plus passif, soit qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir 12 écrans devant eux avec la profondeur de marché puis toutes les options. Comme lui. Je pas de level 2. Moi, ce que j'aimais de l'app, c'est que c'est simple. Il y a des apps, je les ai toutes essayées, qui ont vraiment des fonctionnalités avancées. Puis là, tu grattes la surface. Là, j'ai peut-être utilisé 5%. Moi, ce que j'aimais de l'app, c'était simple. Acheter, vendre, puis avoir de l'info. Puis je pense, je sais pas si c'est là que... Je suis content que tu me dises ça parce que c'était ça l'objectif. Okay. Nous autres, quand on a bâti l'app mobile, c'était vraiment, on s'est dit,
on veut de quoi qui va être simple, facile d'utilisation, puis je vais dire naturel, tu sais, que tu te cherches pas trop. Y a-tu de quoi que t'aimes pas de ton app? Ce que j'aime pas de mon app, c'est que il manque encore certaines fonctionnalités. Puis le meilleur exemple que je peux te donner, c'est, on parlait d'options tantôt, on l'a pas fait dans l'app mobile. Parce qu'au début, quand on regardait ça, on était comme, hey, faire une trade d'options sur l'app mobile, wow, c'est pas si simple, c'est pas si naturel que ça. C'est casse-cool. Fait qu'à cause de il y a des affaires pires sur les autres. Je peux te dire. Fait qu'à cause de ça, nous autres, ce qu'on s'est dit, on le fera pas. Mais là, quand je regarde ça, ce qu'une des features que nos clients nous demandent, c'est est-ce qu'on peut l'avoir sur l'app mobile. Fait que là, l'approche qu'on veut prendre, c'est de dire comment est-ce qu'on peut juste repenser ou simplifier l'approche d'une transaction d'options sur le mobile. Toi, travailles-tu directement avec des développeurs? C'est à l'interne? On a nos développeurs. OK. Donc, on va faire un mélange d'un peu tout. Donc, il y a des choses que s'il y a une compagnie qui fait quelque chose mondialement, que c'est les meilleurs, on va aller voir avec eux si on ne peut pas s'entendre. Puis sinon, oui, on va avoir nos propres développeurs. Fait que c'est vraiment un mélange de tout ça. Tu sais, des fois, on parle de... Le règlement des transactions, puis tout ça, derrière, c'est très lourd, là, encore une fois. Puis, est-ce que tu penses que ça va changer beaucoup? On parle beaucoup, de tokenisation d'actifs financiers, puis les dates de règlement, puis tout ça. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va vraiment prendre forme, puis que ça va avoir un impact réel, mettons, sur la fluidité, on va dire, comme j'envoie de l'argent à l'étranger, mettons, OK? Ou les transactions, mettons, les conversions de devises, les taux vont être meilleurs, ou tout, finalement, vendre ces actifs-là, ça va amener de l'efficience? Tu sais, je pense que globalement, mondialement, oui. À quelle vitesse, à quel moment, dans quel segment spécifique de l'industrie, là, si j'avais cette boule de cristal-là, je serais peut-être pas ici, puis je ferais peut-être d'autres choses. Mais je pense que oui, globalement, ça va être positif, ça va aider. Puis je pense qu'on voit déjà plusieurs endroits mondialement, là, autant au Canada qu'au monde, qui testent, qui font des choses différemment en utilisant cette technologie-là. Donc, c'est une route qui est certaine qui va être prise au Canada, tu penses? Si c'est une route qui est certaine. La fin, il veut savoir si c'est une boule de cristal. Et d'après moi, il y a des positions à quelque part. Non, juste parce qu'on en parle toujours, puis je suis juste curieux. C'est-tu vraiment quelque chose de concret que, tu sais, tous les gros gestionnaires de fonds, ils vont dire au final, il va y avoir de la tokenisation. Et je regardais encore, il parlait à Davos dernièrement encore de ça, puis je trouvais ça intéressant. Je dis, est-ce que c'est-tu encore des paroles ou il y a vraiment quelque chose qui s'en vient derrière ça? À mon humble opinion, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'en vient derrière ça. Est-ce que je suis un expert de ça? Non. Donc, moi, ce que je lis, ce que je vais lire sur le marché, ce que je vais voir qui va se faire, tu sais, quand je disais tantôt d'avoir une vision, oui, personnellement, je pense que ça s'en vient. Est-ce que j'ai les deux mains dedans puis que j'ai un projet que je vais te livrer demain pour régler tout ça? Non. Fait que c'est pour ça, tu sais, c'est mon opinion à moi. Comme je disais tantôt, je suis un expert généraliste. Là. Je ne suis pas un expert de tokenisation. Je vais te poser une plus facile. Vas-y. Est-ce que c'est une chose certaine que tu as 3 prénoms dans ton nom? Ça, oui. Ça, oui. Non, je voulais juste dire ça. Puis tu sais, c'est drôle, là, mais à chaque fois que j'envoie un email en anglais à des gens que je ne connaisse pas, tu sais, je vais signer Fred. C'est immanquable. La réponse est « Hi, Robert ». Hi, Robert. Ben oui. C'est immanquable. Ils sont oui. convaincus que... Ça a été écrit par Claude, le AI. C'est Claude, Fred, Robert. mais je te dis, c'est immanquable. J'aimerais te parler de la concurrence. C'est-tu un des plus gros défis de BNCD? Je pense à Wealthsimple, Questrade, TD. Il y a beaucoup de compétition dans le courtage direct. Je pense que c'est le plus gros défi de tous les courtiers directs. Là. Tu sais, c'est, il y a une vraie grosse compétition à travers le pays, puis ce qui fait que ça rend l'industrie dynamique. Puis quand je vous disais tantôt que j'aime ça parce que je n'ai pas nécessairement day-to-day, moi, c'est le genre de choses que je trouve le fun. Tu sais, ça... À cause de la compétition, ça te force à te réinventer, à t'améliorer. Tu sais, quand je suis rentré en poste, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 7-8 ans, beaucoup des plateformes de courtage à travers le pays, c'était encore des expériences que, comment je pourrais dire, tu retombais sur un peu plus, puis c'était MS-DOS, là, j'exagère, oui. Là, mais le UI, UX n'était pas nécessairement là, puis même, je vais parler de notre propre plateforme, à l'époque, qui n'était pas la même. Ma première journée dans la job, il y a quelqu'un qui m'a fait faire, passer à travers tous les onglets qu'on avait, puis j'étais comme, voyons, non, c'est bien pas
c'est bien pas naturel, tout est caché partout. Je savais pas qu'on avait tous ces outils-là. Et cette compétition-là a fait que, ben là, il faut que tu aies une vraie belle interface avec une vraie belle expérience qui est intuitive. Puis ça, je pense que c'est la compétition qui a fait qu'on s'améliore. Fait que pour ça, moi, je vois ça comme positif, mais oui, c'est vrai que c'est un des plus gros défis qu'on a. Qu'est-ce qu'ils font de mieux, la compétition, que vous autres? Ce qu'ils font de mieux, je pense qu'ils font deux choses très différemment, puis ils le font très bien. Le premier, c'est que nous, on va parler des fois, quand je dis nous, je veux dire les banques en général, on parle de façon un petit peu plus prudente et dans un langage qui va pas nécessairement être le mieux adapté ou le plus adapté à notre clientèle. Je pense que eux autres, quand tu regardes, puis là je dis eux autres, je dis tous les indépendants, là, je parle pas juste de Wealthsimple, je pense qu'ils font une très belle communication. Le marketing. Le marketing, la communication, c'est très clair, c'est dans le langage que nos clients veulent voir, puis ils sont un petit peu plus présents sur les médias sociaux. Oui. C'est sûr que quand tu fais tirer une maison et tu donnes des lingots d'or, c'est plus dans mon langage. Là. Peu importe dans quel langage. C'est un petit peu moins traditionnel. Oui, OK. Donc ça, je pense que c'est une des choses qu'ils font très bien. Puis, une autre chose qu'ils font très bien, c'est qu'ils sont bien à l'écoute des demandes des clients puis de livrer des nouvelles features. Donc, pour moi, on doit, si on veut rester compétitif, de se réinventer un peu plus par rapport à ça. Penses-tu que Wealthsimple va devenir une banque? Oh, là, c'est à eux de décider. Là, je peux pas parler pour eux autres. Là. Mais à l'interne, ça change. Y a-tu quelque chose? Ben, vous suivez leur annonce comme moi, là. Donc, je vais me passer de commentaires sur celle-là. On parle de nouveaux features et on parle aussi du Nasdaq qui vont peut-être commencer à trader 24/7 ou en tout cas ces features-là. Est-ce que c'est quelque chose qui commence à rentrer dans les discussions? Tout à fait. C'est des choses qui sont dans les discussions. Comme je disais tantôt, il faut qu'on surveille ce qui se passe. Donc, c'est sûr que 24/7, c'est un des éléments qu'on voit qui prend de l'ampleur, qui s'en vient. Donc, on regarde pour se préparer à. Est-ce que j'ai un plan pour te dire que demain ou la semaine prochaine, on lance non? Mais en ce moment, on regarde vraiment là, comment est-ce qu'on peut... Tu penses que ça va vraiment changer quelque chose sur les stratégies, mettons, comment que les gestionnaires roulent les portefeuilles? Il y en a qui ça va être comme le soir, dans le temps de Thanksgiving, le soir, pendant que tout le monde dort. Il n'y a pas de volume, on embarque massivement. Moi, je me demande s'il va y avoir des short squeeze des affaires. J'ai jamais pensé à cet élément-là. Je n'ai pas de mail la veille, là. Marc, il me texte ce soir, il n'y a pas grand monde, je regarde le volume, OK, on embarque. Non, c'est juste une question. On recrée GameStop. Non, mais 24/7, 5 jours semaine, ça te donne-tu le goût de remettre des frais de transaction? Ça me va avoir J'ai plus de l'impression qu'il va y transactions. avoir plus de manipulation, mais bon, c'est... Ben, j'ai hâte de voir comment je vais dire, le marché va répondre à tout ça. Puis, est-ce qu'on a le goût de mettre des frais de transaction? Non. Ça fait pas partie du plan de match actuellement. Là. Habituellement, il faut que je fasse un segment pour présenter BNCD, mais là, j'ai la meilleure personne, fait que je te déléguerais ma tâche de pourquoi j'ouvrirais un compte chez BNCD et si BNCD n'existait pas, qu'est-ce que tu ferais? Fais-moi un pitch, un elevator pitch. Un elevator pitch de pourquoi j'ouvrirais je délègue, là, tu sais, moi, dans le fond, je pense qu'un bon boss comme toi, tu délègues. Ouais. Donc là, je te délègue la tâche de présenter ta propre... OK. Tu sais, pour moi, la raison pour laquelle j'ouvrirais un compte chez BNCD, c'est que on va avoir probablement une des meilleures offres, je vais dire, qualité-prix sur le marché. Tu sais, nous autres, ce qu'on veut, c'est le succès de nos clients. Donc, on va vraiment s'assurer d'avoir une plateforme qui est simple, qui est intuitive, puis on va s'assurer de maintenir les outils à la fine pointe de la technologie. Donc, je donne un exemple. On a un outil, je ne sais pas, n'importe quel des outils qu'on a d'analyse technique. Il y en a un nouveau qui est sur le marché, mais nous autres, on va y aller avec nos experts. On va faire notre due diligence, puis on va réaliser, c'est-tu le meilleur que ce qu'on a? OK, oui, on devrait le changer. Donc, je pense que essentiellement, si je simplifie, c'est une belle expérience qui est simple, qui est intuitive. Tu as un excellent service à la clientèle si tu as besoin d'aide. Puis, on va continuer à le bonifier pour continuer à améliorer l'expérience de nos clients. OK. C'est une bonne réponse.
On va t'engager. Ça fait du sens. Faudrait que tu reviennes à chaque épisode faire ce segment-là. Ou on peut peut-être faire un clip de ça. On parlait de la concurrence des autres applications de courtage direct, mais il y a aussi la concurrence des planificateurs financiers, gestion de portefeuille. C'est-tu quelque chose que vous essayez de vous différencier ou que vous regardez dans votre positionnement stratégique? Moi, je vois pas ça comme une compétition. Tu sais, moi, personnellement, je vois ça comme c'est une offre complémentaire. Mais c'est quand même, j'ai le choix d'investir par moi-même ou d'aller chez... Mais il y a toutes sortes de recherches qui existent sur le marché, mais puis là, dépendamment où tu regardes dans la recherche au Canada, il y a quand même une bonne proportion des Canadiens qui ont les deux. Donc, ils vont avoir et du conseil et du courtage direct. Puis, je suis le meilleur exemple de ça. Il y en a que ça va être qui vont gérer 80-90% eux-mêmes, puis ils vont avoir un 10-20% du conseil. Puis il y en a que c'est l'inverse. Puis tu as vraiment tous les spectres. Moi, dans mon cas, à moi, ça a été, j'avais le temps, j'étais capable de tout gérer. J'avais plus vraiment le temps, mais j'ai encore un amour, fait que je vais en garder une partie que je vais gérer, puis une partie que je vais faire gérer. Puis je sais qu'un jour, je vais revenir, probablement que c'est moi qui vais tout gérer. Fait que moi, personnellement, je vois ça, tu as un coffre à outils, puis c'est au client de choisir quel outil il a besoin. Puis tu sais, ça peut être aussi que tu commences, tu es super bon, puis là, finalement, tu te rends compte que hey, attends, c'est rendu gros mon affaire, que je suis plus sûr que je veux continuer à le faire. Tu sais, ça peut être toutes sortes de raisons. Fait que pour moi, je vois pas ça comme un compétiteur. Moi, je vois vraiment ça dans mon coffre à outils comme investisseur. Okay. J'ai le choix de le faire moi-même, j'ai le choix de le faire avec du conseil. Toi, Marc, as-tu une partie avec un planificateur puis une partie avec toi? Ou Pas encore, mais c'est un bon point si tu dis à un moment donné, ça vient gros, puis là, t'es comme... Tu te questionnes, là, tu te dis, ça peut aller vite, là. Puis tu sais, comment je peux dire... Il n'y a rien qui t'empêche de faire un move et de revenir après. Donc, tu étais avec juste du conseil, tu veux l'essayer ou avec une partie ou tout, puis tu reviens. Mais l'inverse est aussi vrai. Fait que c'est pour ça que moi, je vois ça vraiment, il faut que ça soit complémentaire. Puis à chaque client de savoir. Fait que jamais je vais essayer de nous présenter comme un compétiteur, là, pas du tout. Moi, c'est... J'ai des clients qui ont besoin du conseil puis qui nous le demandent. On va essayer de les référer vers le conseil. Là. Moi, je suis 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers avec des planificateurs puis 1 tiers par moi-même. Puis un de ces 2 planificateurs-là, il me dit, quand le marché est haussier, que ça va bien, les gens commencent à trader par eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont bons, tout ça. Fait qu'il y a un gros outflow de capitaux vers le courtage direct quand le marché va bien. Et à l'inverse, quand ça commence à aller mal, que là, soudainement, tu commences à perdre de l'argent et je ne suis pas si bon que ça, il y a quand même un gros inflow vers les planificateurs financiers et un outflow vers du courtage direct. C'est quelque chose que tu observes ou c'est juste son opinion à lui? C'est pas quelque chose que j'ai observé. Puis que je peux dire que j'ai des stats avec du data qui le back. Fait que je veux pas parler à travers mon chapeau. J'ai pas de données qui confirment ou qui infirment ça. Ce que je peux dire... Par contre, c'est comme on disait tantôt, si les marchés sont haussiers pendant 5 ans, c'est sûr que tu vas peut-être un petit peu moins te questionner sur est-ce que je le fais bien ou non. Je vais exagérer, là, mais si tout est en hausse de 20% partout, tu ne vas pas te dire « Oh, j'ai pas eu une bonne année ». Donc, moi, j'avais lu un article ça fait du sens, là, mais je n'ai pas de date, je n'ai pas de données pour dire « Oui, je suis d'accord, on voit exactement ça de nos clients » ou... Fait que je peux pas confirmer ou infirmer. Là. Il y en a beaucoup que quand ça a tombé en mars 2020, ils ont commencé à investir là, quand ça tombait puis quand ça remontait. Puis là, le V-shape recovery, tout le monde était rendu un expert, tout le monde donnait leur opinion. Puis là, je m'étais fait dire, hey, on voit beaucoup de inflow dans les apps de courtage direct. Ça, je te confirme. En mars 2020, là, je te confirme que les journalistes, ils appelaient tous les courtiers et c'était très, très, très en demande. Mais les gens avaient l'impression, à l'époque, en mars 2020, que, comme tu dis, c'était une correction, que c'était le marché est à rabais, ça va remonter rapidement. Donc, ça, tu as raison, on l'avait vu, cette forte corrélation-là. Okay. Ça, je te confirme qu'on l'avait vu. C'était très, très occupé dans tous les courtiers directs. Là. C'était pas juste... BNCD, j'aurais aimé ça, là. Mais oui, tout le inflow était sur BNCD. C'était vraiment tous les courtiers directs. On arrive à la fin. Peut-être 2-3 dernières questions, puis après, j'ai des jingles à vous proposer pour BNCD. OK, vas-y. J'ai hâte de voir. Ça va-tu être des jingles pendant que nos clients attendent des fois au téléphone? Ouais, ou peut-être une pub, je sais pas. Okay. On cherche des façons de monétiser notre podcast. Vas-y. D'ailleurs, t'es-tu au courant du Good Stock en bourse, le festival? Tu vas être là?
Non, je ne suis pas au courant. OK? On part un festival OK. comme Woodstock en bourse, mais nous, c'est Goodstock en bourse. OK. De quoi de plus des contracts avec un taureau mécanique, puis des conférenciers, puis du fun. OK. Fait que si jamais, on t'invite. Les Je vais billets être sont là. Ça va en être le vente fun. sur YouTube. C'est quelle date? Ça va être le 11 ou le 18 septembre. On vient d'engager quelqu'un là, pour l'organiser parce qu'on n'a pas le temps. Puis OK. on veut que ça soit bien fait. On n'aimerait pas un Fire Festival 3, surtout pas rattaché au nom de BNC. D'après moi, on aurait des avocats qui nous appelleraient. Fait qu'on a engagé quelqu'un. Fait qu'on va confirmer la date et le lieu dans la région de Montréal. On t'invite. Si je suis là, c'est sûr. Si je suis en ville, ça va me faire Je plaisir pensais d'être qu'il là. disait si je suis en vie. Je suis sûr. Non, non.